Aujourd'hui, je reçois un créateur que vous connaissez probablement grâce à ses vidéos humoristiques ou encore ses sketchs autour de plein de sujets du quotidien. On va parler du regard des autres, mais surtout de l'humour comme moyen de parler de plein de sujets désagréables de manière un peu plus décomplexée. Du coup, Justin, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais sur les réseaux? Du porno. Pardon, non, je suis désolé. Merde. Ok, faut vraiment que je sois sérieux et en même temps... je fais... Du porno, du coup. Non, c'est faux, ça on va couper. Du coup, je fais des sketchs humoristiques. Donc, Ok. je fais des vidéos un peu décalées sur que ce soit des personnages ou alors des vidéos en couple. Et je fais ça depuis 6 ans maintenant. Ok. Et sérieusement. Donc tu t'es lancé un peu pendant la période Covid aussi, Ouais, c'est ça. comme Totalement. beaucoup de créateurs. Hein. Comme la plupart même, hein, j'ai l'impression. Après, il y a les dinosaures qui sont là avant et tout, mais... C'est-à-dire, c'est ouais. une autre thématique, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi que tu allais faire des vidéos genre sur l'humour? Ou tu as voulu faire d'autres choses qui n'ont pas fonctionné avant ou... Non, j'ai toujours fait de l'humour, Ok. mais non, j'ai toujours fait ça parce que de base, j'ai commencé les vidéos pour faire rire mes potes. Mhm. Donc, ça a toujours été centré là-dessus. De base, je faisais vraiment rire mes potes en classe. Et du coup, j'ai raté beaucoup d'années à cause de ça. Et au final, en voulant continuer à les faire rire, bah, j'ai continué, mais de chez moi, en postant sur Facebook. Mais ça, c'était avant 2020. C'était vraiment avant. Et puis, quand TikTok est arrivé, j'ai continué, mais genre à une plus grande échelle avec un algorithme totalement différent. Et ça a pris après 4 mois, donc c'est cool. Donc tu faisais déjà des vidéos humoristiques avant TikTok aussi. Ouais, c'est ça. Juste, t'as vraiment lancé à Ouais. 100% quand Ouais, c'est ça. Ok. En fait, quand il y a eu TikTok, j'étais durant le confinement, donc j'avais que ça à faire. Donc, je faisais que des vidéos. Mais avant, c'était vraiment purement... Il n'y avait pas de je dois poster telle vidéo sur autant par semaine ou quoi. Il n'y avait pas vraiment de discipline. C'était vraiment je publie pour faire rire et c'est tout, quoi. C'était pour me faire 100%, enfin vraiment que du fun. Que du fun. Ouais. C'est toujours que du fun, mais voilà, c'est plus cadré, quoi. À quel moment tu t'es dit que tu allais justement te mettre un cadre et une discipline et poster de manière plus régulière? C'est venu naturellement parce que tu t'es dit que tu voulais en faire quelque chose de plus professionnel ou... Ça, c'est une bonne question. En fait, en 2020, j'avais déjà une discipline, mais on va dire naturelle. Enfin, je m'étais pas dit, OK, il faut que je publie autant de fois par semaine. Mais je savais que je devais rester actif et que je devais publier. Du coup, je pense de 2020 à 2023, c'était comme ça. Et 2023, ça a commencé à devenir vraiment une discipline. Ok. J'ai su ce que je voulais, quel contenu je voulais faire, et du coup, j'ai charbonné là-dessus. C'est à cette période-là que c'est devenu vraiment ton activité principale? Ou c'est devenu ton activité principale un peu avant ou un peu après? C'est-à-dire... Est-ce que genre, le fait d'instaurer une discipline, ça a été lié au fait que bah, t'en as fait vraiment un taf? Non, j'ai commencé à gagner de l'argent en 2023. Ok. Et en vrai, ouais, ça a joué. En vrai c'est en 2023 que ça a commencé à être vraiment sérieux. Mhm. Mais je dirais, c'est quand en 2022, j'ai été aux États-Unis. Ok. Et, Trop bien. et je crois que ça m'a trop fait réfléchir sur ce que je voulais faire. Parce que je suis parti solo, du coup, rejoindre une partie de ma famille qui est américaine, que j'avais jamais rencontrée. Putain, c'est hyper stylé. Ouais, en vrai, stylé. Et du coup, quand je suis revenu en Belgique, j'avais une idée de ce que je voulais faire exactement. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis mis sérieusement, j'ai commencé à m'instaurer on va dire une discipline. Et puis en fait, après 4-5 mois, j'ai eu ma première collab qui est arrivée. Et forcément, bah, ça a stimulé et j'ai été encore plus discipliné là-dedans. Ça t'a fait quoi d'avoir ta première collab? Genre, c'était une reconnaissance en soi de ton taf, tu vois. Ouais, en plus. Bah, c'est hyper stylé, tu vois. J'ai envie d'associer quand même ma marque à ton image. Enfin, c'est trop cool. Ouais, de fou. En plus, c'était trop stylé parce que c'était une marque belge connue. Donc, c'était Proximus. Ah, Et moi, ok. j'étais en mode waouh, grosse marque comme ça qui veut collaborer avec moi alors que je fais des vidéos pétées, tu vois. Pour moi, c'était pété de fou. Et en vrai, j'étais hyper reconnaissant. Et en plus, comme première collab, c'est pas le cas pour tous les créateurs, mais j'avais vraiment libre. Enfin, je pouvais faire ce que je voulais dans la collab. C'est chouette, ça. Ouais, j'avais mon identité à moi et forcément, j'avais un brief et tout, mais j'avais mon identité à moi et du coup, j'ai fait la vidéo
Et la vidéo avait pas si mal fonctionné, donc c'était trop cool. C'était une première expérience. J'avoue, j'étais en mode waouh, c'est comme ça que ça se passe et tout, parce que je l'ai géré seul, la collab. D'ailleurs, si je revois les mails, c'est en fait catastrophique, mais j'avais quand même négocié. J'avais quand même négocié, et franchement, pour une première collab, j'étais assez content du prix. Ah ouais, t'as négocié le prix et tout Ouais, j'avais directement. négocié. Ah ouais, tu rigoles En fait, pas. j'en avais, ouais, je te jure, comme première collab, alors que j'ai jamais rien fait. Enfin, c'était un truc de fou, mais j'en avais parlé à ma mère, et ma mère, elle m'avait dit, elle était assez stricte là-dessus. Elle avait dit, oui, le droit à l'image, faut faire attention, machin, faut pas trop qu'ils abusent. Du coup, négocie quand même, essaye de demander un peu plus. Du coup, c'est ce que je fais. J'ai dit, pour te dire le prix, je peux le dire ou pas? Ouais. Ouais. Pour te dire le prix, c'était, il m'avait proposé 800. Mhm. Attends, je sais pas si on peut dire ça en fait, vu que c'est contrat Proximus. Tu l'as fait il y a 2-3 ans, Ouais, normalement ça tu va. peux. Il m'avait proposé 800 et j'ai dit, allez, va pour 1000. J'ai négocié comme ça, vraiment. Ah oui, donc ça, t'as dit non. Vraiment. Non, J'ai 1000. dit, allez, va pour 1000. Vraiment comme Et ça. quand ils ont répondu quoi? Ok. Ok. Oh putain. C'est la collab la plus facile à négocier du Je monde. te jure. Et quand je vois, par exemple, Quentin, bah, du coup, enfin, plus maintenant c'est quelqu'un d'autre, mais quand je voyais Quentin négocier des contrats, c'est tellement pas ça. C'est Bah, tellement- c'était pas juste 1000, Ouais. il vient, il met des arguments Ouais, et c'est tout ça, ça. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est rien à voir, mais ouais, C'est c'est assez incroyable. drôle. Et c'est chouette parce que ta maman, du coup, elle te suivait, elle était totalement OK avec ce que tu faisais sur les réseaux, elle te soutenait à 1000%. Ah ouais. Parce qu'elle a l'air quand même bien s'y connaître. Enfin, j'ai jamais entendu aucun daron dire fais attention, ton droit à l'image. Enfin, Ouais. Elle me soutenait à 2000%, mais bon, forcément, il y a eu un petit moment de doute et tout, parce que je fais ça quand même depuis longtemps. Et j'ai commencé en 2020. Et en vrai, c'est quand j'ai commencé à rapporter de l'argent, forcément, qu'elle a commencé à se dire bah, que c'était sérieux, mais elle savait aussi que je me donnais quand même pas mal pour les vidéos. Chaque fois que je lui montrais mes vidéos, je lui disais ouais, t'en penses quoi et tout. Et même vraiment, je la saoulais, tu vois. Elle était en mode ok, ouais. Et après, et au final, ouais, quand ça a commencé à payer, bah, elle a vite compris que ça devenait sérieux. à quel moment t'as réussi à en faire ton métier? À quel moment? Ouais. Du coup, quand les contrats devenaient plus réguliers. Donc, c'était aussi en 2023, je pense. Mais on va dire sérieusement en 2024, puisque c'est en 2024 que je me suis réellement mis en tant qu'indépendant. Ouais. Donc, j'ai créé mon numéro de TVA, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est vraiment devenu sérieux, on va dire. Mais en 2023, c'était déjà quand même pas mal, en vrai. Quand j'ai rencontré Quentin, C'est hyper stylé. avec Catshot, ouais. Et c'était un objectif pour toi quand tu t'es lancé sur les réseaux de te dire ok, je vais faire des trucs drôles, mais j'ai envie que ce soit un taf parce que j'aime vraiment ça, ou tu t'es dit bon, je fais juste ça pour le fun et puis ça t'est tombé dessus un peu comme ça. En vrai, c'était full fun, mais d'un côté, je me disais, c'est souvent ce que je dis, et ça n'a aucun sens, mais pour moi, c'était impossible que je réussisse sur les réseaux, enfin, que je me fasse un nom, on va dire, parce que déjà, en fait, c'est tout con, vraiment, tu vas te foutre de ma gueule, mais et j'étais très, très jeune aussi à ce moment-là, mais je me disais, putain, mais il n'y a aucun créateur de contenu connu, parce que moi, je me référence aux grands, aux Squeezie, machin et tout. Ouais. Mais il n'y a aucun créateur de contenu qui s'appelle Justin, tu vois. C'est con, et Justin, en vrai, c'est un nom assez banal, mais je me disais, impossible, quel pseudo je vais prendre aussi sur les réseaux? Je peux pas, parce que de base, mon pseudo que je voulais mettre, c'était Pépé Fiston, tu vois. C'est impossible, je vais pas rappeler Pépé Fiston. C'est vraiment. Heureusement que t'as pas fait ça quand Vraiment. même. J'avais un compte sur le côté qui s'appelait Pépé Fiston. Mais du coup, je me suis dit, c'est impossible, je vais pas m'appeler comme ça. Et du coup, juste cette façon de penser, ça me poussait à me dire, c'est impossible. Juste ça, c'est con, hein. Vraiment, c'est con. Je me disais, c'est impossible. Et puis aussi, il y a le fait de pourquoi ça arriverait à moi, alors que je me sentais un peu l'imposteur. Je me voyais vraiment pas. Mais il y a beaucoup de créateurs qui ressentent ça. Ouais. Un peu ce truc de pas se sentir méritant ou d'avoir l'impression que ça fonctionnera pas pour eux, enfin qu'il y a aucune Ouais. raison que ça fonctionne. Avec le temps, ça va quand même. Mais c'est vrai qu'au début, bah, je réalisais pas trop. Et puis même avant, quand je m'imaginais, je m'imaginais pas en fait. Je rêvais peut-être, tu vois, de pouvoir faire des vidéos qui fonctionnent et que les gens kiffent. Mhm. Mais je m'imaginais pas du tout fonctionner sur les réseaux ou quoi. De base, je voulais être acteur et je veux toujours être acteur en vrai. Ah oui, donc il y a un lien avec le Ouais. cinéma quand même dans tes Ouais, vidéos. ouais, Ok. donc le fait que je fasse des personnages et que je joue certains personnages, c'est parce que j'adore jouer
et interpréter des rôles et créer des personnages parce que du coup, c'est des personnages que je crée, que je prends. Par exemple, je sais pas, je vois quelqu'un dans la rue, je trouve son accent, il est trop drôle et en même temps, sa personnalité est assez. Et c'est plein je sais pas, Ouais, de petits c'est une détails. caricature, tu Ouais. vois. Et du coup, je le prends et en même temps, je le prends chez quelqu'un d'autre aussi. J'en fais un mix, j'en crée un personnage et voilà. Et du coup, ouais, de base, je veux être acteur et ça depuis tout petit. C'est toujours un objectif? C'est toujours un objectif, mais je me considère pas méritant de l'être Ok. parce que je fais pas les démarches pour. Ok, Je fais il des y a des vidéos. démarches spécifiques à faire? Passer des castings, Ah oui, ok. c'est un autre monde en vrai. Donc, Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? B, c'est quand même du boulot. Enfin, il faut vraiment se donner à 100%. Et puis, c'est pas hyper facile de rentrer dans ce milieu. Et ça demande beaucoup de temps, ouais. Mais regarde, tu pensais pas non plus réussir un jour les réseaux? Bah, peut-être qu'un jour, il y a un Peut-être qu'un casting qui jour, va tu seras sortir. notre Brad Pitt à nous, tu vois. Ah, peut-être, qui sait. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Hein. Ouais. Et du coup, je me demandais comment tu trouvais l'inspiration pour ces personnages. Et donc, tu as répondu à la question. Et toi, vraiment, tu as deux personnages emblématiques sur tes réseaux. Mhm. C'est le mec de Waterloo et le mec de Bruxelles. Genre, à quel moment tu t'es dit, je veux vraiment faire genre, des mecs de ces communes-là? Bruxelles, parce que j'ai toujours vécu Ouais. à Bruxelles. Et du coup, j'ai grandi au Hamborg, s'il y a des gens qui reconnaissent. Donc, c'était vraiment un bloc de cité, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est juste ce que j'ai vécu, en fait, là-bas. Donc, j'ai pris d'un personnage la même chose. Hein. J'ai pris de plusieurs personnages de mon entourage et tout. J'en ai fait un personnage et après, j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Bien que au début des vidéos, quand je faisais le mec de BX, bah, c'est vraiment, c'était pas vraiment la même chose que maintenant. Donc ça a quand même évolué avec le temps et tout. Le mec de Waterloo, même chose. J'ai passé 3 ans d'études à Waterloo. J'ai quand même pas mal de potes à Waterloo. Et du coup, je suis souvent confronté à des gens qui vivent à Waterloo, qui font un peu de paddle et Ah oui, ok. qui, qui s'amusent et tout le samedi et le dimanche soir. Et voilà. Et donc, c'était pas en mode t'as pris deux communes lambda comme ça pour les représenter. C'était vraiment, Non. t'as vraiment une histoire derrière avec ces deux villes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est hyper dur de créer un personnage qui soit pour moi un minimum bien fait, tu vois. Et du coup, j'aurais pas le mérite de faire par exemple quelqu'un de Charleroi, tu vois. Ouais. Bien que je l'ai déjà fait. Mais c'était vraiment 2-3 vidéos. Et c'était juste pour vanner un peu Charleroi, désolé. Et après, nous le reçoit gentiment. Mais voilà, je pourrais pas faire parce que je connais pas la culture, je connais pas les gens, je connais pas les caricatures et tout. Je sais pas du tout faire l'accent de Charleroi. Et pour moi, dans la Belgique, t'as plein d'accents hyper différents. Et du coup voilà, faut vraiment apprendre. Et c'est pas du tout facile. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un troisième personnage? Genre, t'aimerais bien à un moment peut-être créer un personnage sur une ville en particulier ou quoi? Ou ça te botte pas du tout et t'es très content avec les deux personnages que t'as actuellement? En vrai, j'aimerais bien faire connaître un personnage déjà que je fais ou que je peux faire par la suite, qui vient par exemple d'une ville, mais de le faire grandir Ok. en dehors de même la Belgique, tu vois. Donc ça peut être cool. Par exemple, je sais que Jimmy Labeu, il avait un fort accent, et il faisait fort le belge en vrai, Ouais. et ça a pris des proportions assez grandes, donc peut-être un jour, qui sait. Après, bon, il faut du travail derrière, il faut être hyper actif et il faut charbonner. Ouais, parce que ça fait un personnage de plus. Enfin, c'est une autre manière Ouais, de faire du contenu aussi. ouais, c'est ça. Toi, tu gères comment? Enfin, comment tu fais quand tu as une idée de base pour la développer en idée? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un moment de réflexion ou est-ce que tu as une idée, tu te dis, bon, je teste, on verra, et tu le fais comme ça te vient? Comment ça fonctionne un peu, toi, quand tu as une idée pour un contenu? J'ai beaucoup d'idées quand je me couche dans le lit Ok. et juste je pense avant de dormir, tu vois. Ça, j'ai pas mal d'idées, c'est souvent les meilleures parce que bah déjà je suis souvent avec le temps, je suis beaucoup plus du coup derrière mon téléphone et j'ai moins le temps de penser, ce qui est très mauvais d'ailleurs. Mais j'ai moins le temps de penser et du coup en fait souvent quand je suis dans mon lit et je suis couché et j'essaie de dormir, je pense à plein de choses et souvent je trouve des idées comme ça et puis du coup je sors mon téléphone, j'écris dans mes notes, j'écris mais c'est catastrophique, je mets juste plein de mots-clés. Et le lendemain, si je revois, bah, je sais de quoi je parle. Mais oh, il m'a fait peur. Crise cardiaque, ce pays. Oh non.
Ça va? Oh, il est tout mignon. C'est moustache, j'aime bien être surprenant. Moustache. Ouais. Ah, c'est moustique. Oh, j'ai un problème avec ça. Moustache, moustique. Pourquoi moustique, il pique ou quoi? Mais non, mais c'est hyper intéressant. En plus, cette histoire de bloc-notes, Thomas m'en a parlé aussi, qu'il faisait pareil. Il m'a montré son bloc-notes. Mais c'est abusé, lui. Mais lui, par contre, Lui, c'est un bien livre. décrit. Ouais, lui, c'est un livre. Mais après, c'est un scénariste de base, Ouais, Thomas. c'est vrai. Il est dans la réal, dans la prod et tout, donc lui, c'est son job. Mais j'avoue que moi, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment pour que je comprenne moi. Donc, je m'en fous, en fait. C'est comme un peu un journal intime, je m'en fous que... Enfin, non, je m'en fous pas du coup, mais c'est vraiment un truc que moi-même, je vois, c'est tout, et j'ai juste besoin de comprendre, donc... Tant que toi, tu te comprends. Ouais, tant que moi, je me comprends, et que le lendemain, je suis là en mode, qu'est-ce que je fais comme vidéo? Ok, c'est bon, et c'est carré, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu fais toujours des vidéos en extérieur. Mhm. Les 3/4 du temps, tes vidéos sont en extérieur. T'as pas un peu de mal avec le regard des gens? Parce que par exemple, t'as sorti une vidéo il y a pas longtemps où tu es à la mer et littéralement tu filmes dans la rue et dans les extraits, par exemple, les gens te fixaient ou les gens sursautaient un peu derrière ou quoi. Genre, t'as pas de mal avec le regard des gens quand tu tournes une vidéo comme ça? C'est drôle parce qu'à la mer, je le fais pas souvent, comme ça, dans la rue avec des gens et tout. Souvent, je fais des vidéos dehors, mais souvent, il y a personne là où je fais des vidéos. Je suis un peu comme ça, caché et tout. Je me mets dans un petit coin, je fais des vidéos. Mais dans la rue, comme à la mer, ça arrive peu. Parfois, il faut le faire, du coup, je le fais. Je me surpasse un peu, mais c'est pas souvent. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'en plus, à Knock, vraiment, je gueulais et tout. Et à Knock, je suis, à mon avis, le seul spécimen qui a gueulé dans la rue sur les 10 dernières années parce que vraiment, à Knock, si tu regardes, c'est hyper calme et c'est pas le genre je sais pas, c'est pas le genre de rue où tu vas voir un TikToker commencer à faire, je sais pas, des micro-trottoirs ou des trucs comme ça. Donc, c'est très discret enfin, les gens sont assez discrets. Donc, c'était assez drôle. Les gens se retournaient et tout. Ils avaient hyper peur, ça se voyait. Mais ouais, du coup, là, je me surpasse un peu. Mais sinon, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos dans la rue. Après, quand je dis je me surpasse, j'ai pas de problème à le faire, tu vois. Mais c'est vrai que je dois me dire, allez, bon, go, il faut le faire, tu vois. Donc, après, ça, je pense, c'est beaucoup de gens. Ouais. Toi aussi, tu faisais du micro-trot, non? Ah, moi, c'est un enfer. Ouais. Moi, si je fais un micro-trottoir, c'est un enfer. Je crois que je reste bien 30 à 45 minutes à tourner sur place. Je fais rien. Et juste, je me sens tellement mal à l'aise, en fait, qu'il faut qu'à un moment, je me dise, OK, j'en ai marre, en fait, d'être là, j'ai envie de rentrer chez moi, et du coup, il faut que je le fasse. Mais je peux rester là pendant 30, 40 minutes à attendre que les gens arrêtent de passer, qu'il y ait moins de gens autour de moi ou quoi. C'est vraiment un enfer. Ouais. Ah ouais, c'est atroce. Ouais, Et pourtant, on dirait pas, hein, mais genre, je sais pas. ouais, franchement, on dirait pas parce que t'es hyper à l'aise, je crois, dans les vidéos que j'ai vues et tout. Bah, Mais c'est parce que je pense à un moment, je me dis, je le fais et que, à un moment, ça devient une habitude, donc tu sais ce que tu as à faire. Mais c'est vrai que je crois qu'une fois, j'ai dû tourner une vidéo dans un centre commercial, il y avait tellement de gens, j'étais tellement mal à l'aise que littéralement, je me suis mise à chialer avant. J'étais en mode, Ah ouais? non, je vais pas y arriver, genre, je peux pas, il y a trop de gens. Les gens se stoppaient dès qu'ils voyaient qu'on me posait la caméra avec le pied et j'étais en mode, oh là là. Ah merde. Ah ouais, c'était atroce. Franchement, j'aime pas tourner en extérieur comme ça. Ouais, c'est vraiment pas facile. C'est ça que je te posais la question parce que je trouve que c'est un exercice hyper compliqué et que pourtant, on le rend facile à l'écran comme ça parce qu'on dirait pas que c'est impressionnant. Mais je trouve que nous, de le vivre parfois, c'est malaisant, quoi. En vrai, à Knock, c'était dur quand même parce que je sais que c'est vraiment une ville qui est assez calme. Donc, je sais que je vais déranger de fou les gens. Même à un moment, dans le rush, on voit une dame qui se retourne comme ça. Genre, je te jure, elle était hyper choquée et tout. Et j'étais en mode, elle a dû... Bah après, bon, les gens, ils oublient après 5 minutes, tu vois, ou 10 minutes. Ça. Donc, dans le pire, ils le racontent au repas de famille du soir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais c'est plus facile aussi quand tu sais que la vidéo va plaire aux gens, que imagine, tu fais ça et que tu es en train de te construire et tu sais pas si la vidéo va plaire. Ouais. Là, il faut avoir une force mentale quand même. Parce que tu te dis peut-être que tu vas te mettre mal à l'aise pour quelque chose qui n'aura servi à rien, entre guillemets, parce que ça n'aura pas fait rire ou ça n'aura pas fait de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, tu boostes moi, j'appelle ça là, un alter ego. C'est une autre partie de toi-même, plus confiante, plus forte et tout, qui va devoir faire ce genre d'action. Parce que, par exemple, moi, je suis assez casanier, je suis assez, parfois même timide. En vrai, je suis pas hyper sociable. Enfin, je suis sociable, mais je suis pas hyper, comment on dit ça, extraverti? Ouais, extraverti. Par contre, parfois, quand je dois me préparer, je dois aller dans une soirée où je sais qu'il y aura du monde, je me prépare un peu mentalement et en fait, c'est mon alter ego qui va prendre le dessus. J'appelle ça alter ego, j'aime trop le mot.
alter ego. Et du coup, je vais parler avec tout le monde et tout. Et après, quand je vais rentrer chez moi, je vais avoir ma batterie sociale à plat. À zéro, il faut plus te parler. C'est ça. Et mais voilà, mais alors que normalement, je suis timide. Mais je trouve ça hyper impressionnant parce que c'est déjà... Enfin, on a, sur les précédentes interviews, à chaque fois que j'ai un peu posé cette question, je crois que ça a été un peu la réponse collective de tout le monde de dire « Ah non, mais moi, j'aime trop la routine, j'aime trop être chez moi, j'aime trop être au calme, etc. » Et justement, la personnalité qu'on montre dans les vidéos, hyper extravertie, dynamique, etc., en fait, dans la vraie vie, les gens sont contrairement un opposé. Ouais. Et genre, tu te dis pas c'est quelque chose de hyper naturel ou juste c'est ta personnalité à 100% et t'es juste toi-même. Souvent, c'est un personnage qui est créé. Mm-hmm. Je trouve ça... Ouais, de fou. Moi, ça me fait trop rire quand je rencontre... Enfin, ça me fait rire. Je trouve ça fou que quand je rencontre des créateurs de contenu qui sont quand même vraiment grands, on va dire. Ouais. Donc, ils ont une grosse communauté et tout. Tu les vois en vrai, ils sont timides. De fou. Alors, je me dis, putain, mais c'est pas facile non plus d'être une personne publique où tu te crées une aussi grande communauté et ça donne une image en fait d'un gars hyper extraverti, forcément qui a peur de rien, qui a pas peur du regard des autres et tout. Et au final, il est timide de fou. Et genre, quand t'es seul à seul avec la personne, bah, il est en mode, ça va. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux en mode qui va parler en premier. De fou. Donc, c'est hyper drôle, ça. Ah, ça m'est arrivé à plein de reprises de rencontrer aussi des gens que je suis et de me dire ok, ouais, ils sont vachement plus calmes ou vachement plus posés ou quoi. T'as l'impression même d'avoir une personne différente de ce que tu connais à travers les réseaux. C'est dingue. C'est perturbant. Et du coup, en parlant de grosses communautés, toi, t'as quand même du coup aussi une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Genre si on met tout réseau confondu. Oui. À quel moment tu t'es rendu compte que, ok, là, t'avais vraiment beaucoup de gens qui te suivaient et que c'était plus juste des petites vidéos comme ça qui faisaient 1000 vues, mais que tu faisais beaucoup de vues, qu'il y a des gens qui suivent vraiment tes vidéos activement, etc. À quel moment, toi, tu t'es rendu compte de ça? C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient plus centrées sur la Belgique. Ok. Donc, en vrai, non, je mens un peu. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos, donc je me suis fait connaître aussi avec des vidéos où je faisais des dates dans les bois. C'est pas cringe du tout. Très bizarre comme ça, on dit comme ça, on dirait vraiment un mec bizarre, mais en vrai, j'ai commencé à faire ça. Et c'est notamment aussi comme ça que j'ai commencé à créer cette relation avec Victoria, donc ma copine, où on a créé une communauté. Et ça m'a fait connaître et ça m'a créé une grosse communauté d'un coup. Mais la communauté qui a été vraiment hyper fidèle, on va dire, et là où j'ai commencé à comment on dit, à trouver mon contenu en fait que je voulais faire, donc un contenu un peu plus belge, et ben c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos en Belgique, enfin avec des personnages belges, quoi. C'est ça qui a vraiment fait accrocher les gens. Je pense que c'est ça qui a fidélisé. C'est à partir de là que les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue aussi. Et je me suis dit, oh, c'est fou parce qu'en plus les vidéos, c'est des vidéos belges, donc forcément ça va pas faire des millions de vues. Mm-hmm. Bien, c'est possible, mais on est un petit pays. Et du coup, je faisais même en faisant, je sais pas moi, 30-50 000 vues, t'as quand même beaucoup de gens qui... Enfin, en fait, c'est à partir du moment où on te reconnaît dans la rue que je considère que tu te crées une communauté. Parce que les gens, en fait, ont passé ce step de se dire « Ah, vas-y, tu sais quoi, je vais lui dire bonjour. » Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu fidélises les gens. Et là, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai créé ma communauté, quoi. » Et pourtant, 30 à 50 000 vues, c'est parce qu'on a un peu, je trouve, une idée un peu hallucinante des chiffres. Pour nous, les gros créateurs font des millions, donc on doit faire des millions. Et si tu fais même 500 000 vues, c'est pas grand-chose par rapport à 1 million. Mais pourtant, genre, j'avais vu il y a pas longtemps une publication d'un créateur qui disait, même si tu as l'impression d'avoir 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, en fait, il mettait un peu ça dans une rue pour montrer un peu ce que ça donnait. C'est impressionnant de voir même ce que 10 000 personnes qui regardent une personne, ça fait comme masse de gens. Donc, j'avais vu une trend sur TikTok où les gens ils mettaient même mon nombre de followers sur une place publique. Ouais, ok. Et du coup, quand tu vois genre juste 1000 personnes, c'est énorme. Mais c'est impressionnant. Hein. Ouais, on se rend pas compte. Enfin, maintenant, on peut se rendre compte, mais c'est fou. Moi, du coup, j'avais testé, j'ai vu la trend, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Et j'avais mis 150 000 sur TikTok et c'était fou, quoi. En mode, waouh. C'est même angoissant, je trouve. De dire, ok, tu te rends pas compte qu'il y a autant de gens d'un coup. Si tu avais toute ta quantité d'abonnés, ou même si tu fais une vidéo qui fait 50 000 vues, que tu mets 50 000 personnes devant toi pour dire, eux, ils ont regardé ça, je trouve ça énorme. C'est énorme.
En parlant justement du nombre d'abonnés et des vues, etc., du fait que c'est minimisé, on a tendance aussi à voir que les gens minimisent le travail d'un créateur de contenu. Il y a même beaucoup de gens qui disent que c'est pas un travail. C'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? C'est pas un taf. C'est pas un taf. C'est pas un taf. C'est pas un taf, non, la vérité, on se touche un peu les coucougnettes. Non, mais non, c'est clairement un travail et ça dépend de chaque créateur. En plus, tu as des créateurs, ils vont se spécialiser dans des trucs bien plus travaillés, on va dire. Par exemple, moi, je fais de l'humour, tu as des créateurs, ils vont faire de l'humour, mais ils vont faire limite carrément des courts-métrages, donc c'est une énorme... Enfin, c'est pas une énorme prod, mais ça demande beaucoup de temps, même au niveau du montage. Et puis, tu as des gens, ils posent juste leur téléphone, ils mangent un truc, ils font à peine du montage, ils postent, et là, c'est vrai que c'est très court. Donc, ça dépend de chaque créateur. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu gagnes de l'argent dessus, forcément, c'est un travail. Avant, ça peut être une passion, et puis ça peut être un travail, une passion. Du coup, moi, j'avoue que ça peut me prendre du temps, mais ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos qui me prennent vraiment peu de temps, il y a des vidéos qui me prennent du temps. Parfois, il faut investir dans du matériel pour... aussi. Donc voilà. Et j'ai oublié ma question. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas professionnelle. Non, ça me revient parce que si je la dis pas, ça n'a plus de lien avec ce qu'il vient de dire. On t'a déjà dit, toi, que c'est un travail, ce que tu fais? Non, je crois que plus souvent, on me dit que c'est pas un boulot. Ah ouais? Je crois que plus souvent, il y a ce débat C'est horrible, ça. C'est pas un job. Enfin, moi, je crois que les arguments les plus éclatés qu'on m'a déjà donnés, c'est en mode genre, mon boulot est pas physique. Je crois, par exemple, moi, je fais des lives sur Twitch et c'est vrai que quand on fait le débat, alors maintenant, il y a de plus en plus de gens qui comprennent cette notion du travail qu'il y a derrière un live, des vidéos, du montage, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode, ce que tu fais, tu te casses pas le dos, tu fais pas un travail dans le bâtiment, c'est pas manuel, c'est pas physique, donc c'est pas fatigant. Et un peu, je trouve, ce cliché autour du boulot, ça doit forcément tuer la santé, tu vois. Ouais. Alors que, c'est fou, on est des esclaves. Oui, c'est ça. Alors que tu peux bosser, moi, c'est ce que je dis à la fin de la journée. Genre, j'ai beaucoup plus de mal à tenir une discussion avec quelqu'un, genre hyper profonde, machin. Parce que mon cerveau, il a déjà fonctionné toute la journée. J'ai déjà eu une interaction toute la journée. J'ai déjà été créative non-stop. Qu'à un moment, juste, ma jauge, elle est vide, tu vois. Donc, physiquement, j'ai d'énergie, mais mentalement, j'en ai pas. Et je trouve que dans d'autres boulots, tu vas être cassé physiquement. Par contre, voilà, c'est des trucs que tu fais de manière répétitive. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de... en fait, souvent, ces gens-là qui vont dire c'est pas un boulot, on va pas se mentir, c'est des gens plus âgés aussi. Oui. Ou alors des gens qui aiment vraiment pas les réseaux. Mais ces gens plus âgés, et forcément, ils peuvent ne pas comprendre tout simplement le milieu. Donc quand tu comprends pas, c'est dur aussi de... Imagine, tu as quelqu'un, il travaille dans le chantier et tout, et tu gagnes autant que lui alors que tu poses ton téléphone. Littéralement, tu es en face de lui, tu es en train de manger ta petite salade, tu poses ton téléphone, tu fais une vidéo. Mais je crois que même moi, j'aurais le seum dans son cas. Mais en vrai, ouais. Donc c'est vrai que ça peut être dur de se dire « what ?» Parce qu'à la limite, eux, ils ont comme référence la télé, mais la télé, c'est énorme. Donc c'est des prods gigantesques. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et toi, de ton côté, tu fais tout seul? Ou genre, t'as un monteur, un graphiste, etc. Je fais tout seul, mais ma copine me filme. Ok, tu la payes au moins. Moi, je la paye, je la paye carrément, elle a percé. Ah oui, oui, j'ai vu que tu lui as fait faire des vidéos sur les réseaux. Ouais, donc en fait, je la forme en même temps. Trop bien. Enfin, je la forme. Sa personnalité prend le dessus parce qu'elle est trop forte. Mais du coup, en fait, elle me filme et voilà, genre elle l'a fait vraiment gratuitement de son plein gré et tout. Et là, je suis trop content pour elle parce qu'en plus, je lui ai offert une voiture et en plus, grâce à ça, elle a pu faire des vidéos. Et sur ces vidéos-là, elle a explosé, quoi. Elle a gagné 20 000 euros. Elle a gagné 20 000 abonnés en 4 vidéos. C'est hyper stylé. C'est abusé. C'est abusé. C'est aberrant. Je suis sûre que même toi, t'as pas fait ces stats-là. Quoi, dans ma vie? Ouais. Si, une fois, du coup, c'était avec elle dans les vidéos. En vrai, elle est trop rentable, cette meuf. Trop rentable. Putain, trop rentable. Mais en gros, on a fait des vidéos dans les bois, dans les dates dans les bois. Et là, j'avais gagné le truc cringe. Ouais. J'avais gagné blindé d'abonnés. Mais elle, j'avais jamais de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit « Ouais, moi, j'ai fait 4 vidéos dans ma vie, j'ai gagné 20 000 abonnés. » Ouais, moi non plus. Genre, c'est 4 premières vidéos, quoi. Elle a pas fait les vidéos avant. Donc, c'est vraiment, elle est arrivée dans le game, elle a fait « Je fais des vidéos », ça a explosé. Et elle a pété tout le monde.
Ouais, c'est ça. Après, Bientôt, bon, elle sera plus famous que toi, ouais, c'est à ça. ce rythme-là. Et j'y pense en plus. Je me dis, franchement, et pas de souci, je vais devenir son agent, t'inquiète. Ça pose pas de problème. Enfin, du coup, toi, tu faisais des vidéos, elle a commencé à te filmer, etc. Genre, t'as pas peur qu'à un moment, je sais que ça peut arriver, genre, qu'il y a un peu cet esprit de compétition ou quoi qui s'instaure, genre par rapport au réseau, ou vous en avez déjà parlé, ou c'est pas du tout un truc qui vous inquiète? Non, on n'en a pas parlé vraiment, mais en vrai, moi, je préfère carrément d'être dans un truc où tous les deux, on est productifs et on fait à peu près le même truc, mais chacun de son côté. Mais Tu c'est vois. bien. Parce que du coup, bah, déjà, on se comprend dans notre travail. Bon, elle me comprenait déjà avant, mais on se comprend. Et puis, ça nous pousse, en fait. Donc, ça nous pousse, ça te met dans un environnement qui te donne envie de te donner chaque jour. Et ça, je trouve, c'est hyper important. Et puis même, vous allez du coup vous tirer vers le haut, Ouais, c'est ça. mutuellement. Ouais, c'est ça. Il y a pas de, ah, elle va plus fonctionner que moi ou quoi, et ça va me foutre le seum ou quoi. Pas du tout, parce que bah, je pense que si j'étais dans cet état d'esprit-là, je l'aurais jamais aidé à se lancer, tu vois. Mais c'est hyper bienveillant parce qu'il y en a qui pensent comme ça, hein. Genre, je sais que Ouais, je dans sais. beaucoup de relations, même encore maintenant, si l'un gagne plus que l'autre, bah, ça pose problème. Et dans la création de contenu, c'est un peu pareil. Enfin, on en parlait aussi avec Sacha. C'est un peu comme l'amitié entre les créateurs de contenu. Il nous disait que, par exemple, bah, en tant qu'humoriste, lui, il avait des amis humoristes qui, à un moment, n'étaient plus restés ses amis parce que lui avait réussi là où eux, ça n'avait pas encore décollé, tu vois. Et Je crois que je vois de qui tu parles. c'est des choses qui sont assez réelles. Genre dans les domaines dans lesquels on se fait des amis, mais parfois bah, ils peuvent jalouser un peu ta réussite quand eux stagnent. Mhm. Donc c'est là que je te posais la question parce que bah voilà, là vous avez une relation qui est encore différente. Ouais. Non, ça peut être frustrant pour un créateur. Imagine, ça fait, je sais pas moi, 10 ans, il fait des vidéos. Puis tu as une personne, genre, imaginons bah, sa copine, sur le côté, elle fait 3 vidéos, ça explose. C'est dur en vrai pour lui. Ça peut être frustrant, ouais. Ça va être frustrant en vrai. Mais dans tous les cas, faut soutenir la personne et se dire plutôt pourquoi elle a vraiment fonctionné et pourquoi moi, j'ai pas fonctionné. Ouais. Faire une introspection, des analyses et en fonction de ça, bah, se donner le meilleur de soi-même, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça même bienveillant en fait. Ouais. Bah après, t'as vu, je suis amoureux d'elle, donc forcément, je veux. Mais ça se bien, voit, quoi. ça se voit, c'est chouette. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 3 ans et 2 mois. Oh, précis en plus. Ouais. Putain, ça oublie pas les Ça dates. fait long, j'en peux plus. Et Chaque elle fois, je commence fais- tellement à percer, donc Ça va, l'argent rentre. Hein. qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux? Bah, faut pas avoir d'attente déjà. Déjà, si tu as des attentes, tu veux percer sur les réseaux et tu te dis, ouais, j'ai envie de percer et de gagner de l'argent. En fait, c'est surtout, j'ai envie de me lancer sur les réseaux pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Gagner beaucoup d'argent, en fait. Certes, les milieux, enfin, les réseaux, c'est un milieu où tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, tu peux gagner beaucoup d'argent, ça dépend de l'échelle, mais si tu pars direct dans cette optique-là, ça peut être très long, en fait. Ouais. Le processus peut être très long mentalement parce que tu te dis, ouais, c'est quand que ça arrive et tout. Et vraiment, tu abandonnes. En fait, pour moi, il faut faire chaque milieu où tu commences. Enfin, en fait, il faut le faire avec passion, quoi. Tu vois. Bah, de toute façon, je pense que ça se ressent si quelqu'un le fait par intérêt et Mhm. le fait pas dans une optique de kiffer, etc. Je trouve que ça se ressent fort dans le contenu Ouais. aussi. Hein. Ouais, il faut se faire kiffer avant tout. C'est comme n'importe quel métier, on va dire, un musicien, un acteur, un réalisateur. Voilà. Ouais, de tous les milieux créatifs, Ouais, en fait. et même pas créatif, t'as des gens qui sont hyper bricoleurs, ils kiffent trop ça, tu vois. Ouais, ça dépend, c'est plein de domaines différents, mais ouais, commencer avec passion. Comme ça, en fait, t'as pas d'énergie mentale qui va se mettre, on va dire, tu vois. Donc, tu vas pas avoir une attente, spécialement, forcément, on a toujours un peu une attente, mais ça va pas prendre trop de place dans ta tête. Il faut commencer et juste se faire kiffer, quoi. Mais toujours regarder un peu pourquoi, par exemple. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Donc, s'il y a une vidéo qui fonctionnait pas Mhm. et que l'autre, elle fonctionnait, je disais pourquoi l'autre, elle a fonctionné et pourquoi celle qui n'a pas fonctionné n'a pas fonctionné. Ok. Et du coup, je faisais le rapprochement et j'essayais de créer un lien. Et en fonction du lien, bah, je m'améliorais pour l'autre vidéo. Ok, donc, il y a quand même. Tu réfléchis quand même à comment tu fais ta vidéo. Ouais. C'est pas juste en mode tu le fais comme ça et puis on voit ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Tu as quand même une réflexion derrière de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que j'applique pas. Clairement. Ok. Il faut prendre des risques aussi.
Ok. Dans le sens où si tu fais un contenu qui fonctionne pas et que tu n'oses pas faire autre chose parce que tu te dis ah ça va peut-être encore moins fonctionner, bah il faut quand même tenter. Et maintenant sur Instagram il y a les reels d'essai qui est très cool et qui peut servir de fou pour ça. Ça c'est très cool parce que j'ai testé ton conseil, ça marche bien. Peut-être expliquer les reels d'essai pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai. Les reels d'essai du coup c'est une fonction qui te permet de poster des vidéos mais qui n'atterrit pas dans l'algorithme de tes abonnés ou des gens qui t'ont déjà vu en fait. Juste vraiment des gens qui ne te connaissent absolument pas et ça te permet de toucher une autre communauté et voilà. Bah c'est très en plus c'est très pratique. C'est ça. Vraiment parce que après on peut du coup poster cette vidéo, on peut quand même la mettre dans notre fil d'actualité et quand même la proposer après à nos communautés. Donc c'est pas une vidéo en mode perdu qui n'apparaît pas sur le fil d'actualité ou quoi. Mais ça permet de tester des nouveaux concepts ou quoi. Et soit ça marche, on la publie sur notre fil d'actu, soit ça marche pas. Et dans tous les cas, c'est atterri entre les mains de personnes qu'on ne connaît pas et qui ne suivent pas. Donc, c'est pas perturbant. Est-ce que tu es prêt pour ma question difficile de clôture? Ah, c'est la 15e là ou la 35e? C'est la 15e. Enfin, t'en as eu un peu plus quand même. Mais... Ok. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais que tu aimerais qu'on te pose? Ah oui, c'est ça, mais je connaissais. Ça, je t'avais parlé, ouais, mais 100% t'avais oublié. Tu m'en avais parlé, ouais, mais du coup, j'avais oublié, ouais. Mais c'est pas facile. Parce que j'ai pas vraiment une question que j'ai envie qu'on me pose. J'en ai pas vraiment, c'est dur. Les gens, ils répondent quoi à ça? Thomas, il a bugué un peu. Sacha, lui, il m'a dit, il aimerait bien qu'on lui demande, genre, qu'est-ce qui, dans la vie, le trigger vraiment? Mais pas en mode des petits trucs futiles, genre un bruit de bouche ou quoi, mais genre un truc qui l'énerve réellement. Et du coup, lui, il avait un peu ce truc à dire, de se dire, lui, ça l'insupporte, c'est de voir des gens autour de lui qui ont du talent, mais qui l'exploitent pas. Et il disait, ça le trigger vraiment fois 1000. C'est un truc qui l'énerve de voir des gens qui ont du talent, qui sont doués dans un truc, mais qui se donnent pas les moyens, en fait, de réussir. Alors qu'ils ont déjà, tu vois, le plus important, ils ont déjà le talent. Du coup, dans le pire, dis-nous un truc qui te trigger, genre vraiment fois 1000, tu vois. Mais dans ce style-là. On est à combien de minutes là? Parce que ça va peut-être durer longtemps. Non, mais c'est pas facile, hein. T'es vraiment un mec trop zen dans la vie. Y a rien qui t'énerve. Là, je suis surtout sous pression. Mais... Les gens qui lui posent des questions auxquelles il n'a pas les réponses. Voilà un truc qui le trigger vraiment très profondément. Ah, je sais pas. C'est pas grave, tracasse. Putain, vas-y, non. Tu pouvais pas faire un sans faute partout, hein. J'ai fait un sans faute, là. Ça, t'as des belles réponses, quand même. J'ai été super nul à l'école toute ma vie. Bah, t'as comme des belles réponses. J'ai eu mon CESS à 23 ans. Il est jamais trop tard. C'est long, hein, 23 ans. Mais après, merci. Ouais. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment quand même avec nous. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, on te réinvitera pas. De toute façon, c'était pas prévu. Merci quand même d'avoir pris de ton temps, hein. Même si c'était pas hyper agréable. Non, mais franchement, non, j'ai kiffé. Merci pour l'invitation. Mais merci à toi, c'était hyper chouette. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir Justin, on va vous mettre tous ses réseaux en description. Donc ainsi, vous pourrez aller suivre un petit peu ses petites blagues, ses petits personnages, etc. Et découvrir un petit peu les prochaines choses qu'il va faire et s'il va devenir acteur ou pas. Voilà. On veut tous savoir maintenant, parce qu'un jour, tu y arriveras. J'espère. Ben écoute, la prochaine fois, quand tu deviens acteur, je te réinterview. Ok. Vas-y, deal. Allez, deal. On fait comme ça. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un prochain épisode avec un prochain invité. Des bisous.